économiste de formation, plasticien designer, consultant en communication digitale, entrepreneur culturel. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Pour ce énième numéro de votre podcast Impact et Influence, nous recevons Fousseini Diakité, qui est le directeur du groupe Walaha. Walaha qui est à l'origine de plusieurs initiatives culturelles au Mali. Monsieur Fousseini, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour ce podcast que nous venons d'entamer. Merci à Sangorela pour l'invitation. Merci. Et nous vous souhaitons un très bon séjour à Tombouctou. On espère que le séjour se passe agréablement bien. Merci pour l'accueil. Oui, on est bien logé, on est bien nourri, on est dans une ville sainte, donc tout va bien. Alhamdulillah, c'est tout ce que nous souhaitons. Et Fousseini, comment est-ce qu'un économiste se retrouve dans les domaines des arts et de la culture? Ok, merci pour la question. Mais c'est très important de dire ça. C'est souvent par mes connaissances que les gens se posent cette question-là. Parce qu'un économiste, par excellence, à la base, c'est d'abord un artiste, en fait. Un économiste des chiffres? Des chiffres, oui. Parce que quelqu'un qui arrive à avoir l'esprit holistique sur le problème, c'est-à-dire regarder un ensemble de chiffres, si on doit parler sur les chiffres, et pouvoir les associer pour résoudre les problèmes, c'est exactement ce qu'un artiste fait. Voilà, il a une vue d'ensemble sur une situation, et avec créativité, comme un économiste, il arrive à arriver au bout. Si vous regardez bien l'histoire même de l'art, les plus grands artistes, quelque part à la base, ce sont des économistes. Voilà, si vous avez connu Ousmane Sow, le grand peintre sénégalais, plutôt le grand sculpteur plutôt sénégalais, Léonard de Vinci et tout, c'est tous des grands économistes à l'époque, bien sûr, qui changent juste de médium pour venir dans l'art. D'accord. Ok, c'est vraiment intéressant. Et, tout récemment, vous avez réalisé une de vos plus grandes activités ou bien un de vos plus grands projets, à savoir les Nyana, qui s'est tenu à Bamako, qui a mobilisé beaucoup de personnes. Et bientôt aussi, on aura le festival Agna à Koulikoro. Pouvez-vous nous faire un petit aperçu de ces deux gros événements? Oui, la cérémonie des Nyana, qui n'est pas faite d'ailleurs pour regrouper beaucoup de personnes, mais des personnes de qualité, parce que c'est une cérémonie qui célèbre l'élite du cinéma et de l'audiovisuel, justement, en fait. Parce que Agna, c'est un festival de musique et de cinéma. On a juste créé un événement pour magnifier, justement, tous ces acteurs de l'industrie cinématographique. Donc, c'est les étoiles du cinéma, c'est pour eux qu'on déroule le tapis rouge, justement pour les mettre à la lumière et tout ça. Parce qu'il y a une compétition internationale qu'on fait à Agna, et la remise de ces prix-là s'est faite pendant cette cérémonie qu'on appelle la cérémonie des Nyana, et comme on l'a dit, qui porte justement le nom du patrimoine culturel le plus important de la ville de Koulikoro, qui est le Nyana Koulou. Donc c'est juste après ça, normalement dans les programmes des autres années, juste après ça, une semaine après, on est à Koulikoro pour la partie festive justement de Agna, avec la rencontre avec les communautés du nord, du centre, du sud, etc. Mais cette année, avec les difficultés, les crises, qui n'est pas simplement au Mali d'ailleurs, qui est mondiale, donc on a décalé justement l'étape de Koulikoro qui va se tenir là du 20 au 24 mai. Mais on l'a mis surtout sous le signe du lancement de l'un de nos programmes phares qu'on a appelé Ankasso, c'est-à-dire chez nous, un programme de marketing territorial qui est initié par Walaha. D'accord. Justement, vous parlez des crises, et on le sait, quand il y a une crise dans un pays, l'un des secteurs les plus touchés, c'est les acteurs culturels. Et vous avez réalisé votre événement. Quelles sont les difficultés ou bien quels sont les défis que vous avez eu à faire face? Mais tout le monde vous le dira tout de suite. La première difficulté, c'est le problème de financement. Mais dans notre cas, là où Walaha est aujourd'hui, à un certain niveau, parce qu'on a pu créer notre propre modèle économique, bien sûr, on a toujours besoin d'accompagnement, de financement. Mais ce qui manque surtout, c'est le soutien institutionnel souvent, en fait. Et là, c'est tout simplement parce que nos responsables, nos dirigeants, jusqu'à preuve de contraire, on est là-dessus. Ils ne sont pas toujours formés et avertis sur l'importance de la culture. Parce que c'est lui qui sait que la culture peut résoudre bon nombre de nos problèmes. Il n'y a pas de raison que ça reste à l'enfant pauvre, justement, comme vous l'avez dit. Quand il y a crise, les secteurs les plus touchés, c'est ce secteur-là. Alors que c'est ce secteur qui permet justement
de résoudre tous les problèmes. Donc les défis auxquels on a été confrontés, c'est bien sûr des moyens financiers, mais connaissant bien Walaha, on a pu tenir l'activité de la nuit des Nyana, la cérémonie des Nyana. D'ailleurs, c'est le lieu de remercier toutes ces bonnes volontés, ces forces vives justement du secteur de la culture qui sont venus nous aider pour l'instant gratuitement, sans rien demander. Mais bien sûr, s'il y aura les moyens, Walaha aime beaucoup le partage. Bien sûr, on va partager ces moyens-là. C'est important. Voilà. Et donc, le défi, c'était surtout ça, le financement et surtout l'accompagnement souvent qui manque en fait. Et 2025 a été décrété comme année de la culture au Mali par le président de la transition, Assimi Goïta. Et on a vu aussi l'Assemblée, les États généraux de la culture cette année. C'était une première au Mali. Est-ce que vous pensez qu'avec tout ça, les autorités actuelles peuvent mettre en place un système de financement du secteur culturel? Bien sûr. Déjà que le président de la transition, on l'a déjà remercié, qu'il a déclaré cette année année de la culture. Lui, il n'est pas homme de culture, il n'est pas expert en culture. Maintenant qu'il l'a dit, lui, il avait bien sûr sa pensée derrière. C'était aux acteurs culturels. Et c'est aux acteurs culturels de prendre justement cette opportunité comme un boulevard sur lequel on va placer exactement les voitures et les motos, en parlant bien sûr du secteur de la culture, et de donner justement la vitesse qu'il faut à chaque engin. En disant ça, parce que le président, en disant ça, je ne suis pas dans le secret forcément de l'État, mais ce n'est pas un expert en industrie culturelle. Donc c'était aux acteurs culturels d'amener ça sur le plan des industries culturelles. Parce que quand le président décide prend une telle décision, à son niveau, lui, il voudrait qu'on revienne à nos valeurs. Et la culture, c'est à 3 niveaux. Il y a d'abord le patrimoine, justement, que lui, il connaît. Il faut qu'on revienne à nos valeurs, comme vous dites en bon français, nos us et coutumes, justement. Et maintenant, c'est aux acteurs culturels d'amener ça au deuxième niveau, qui est les industries culturelles. Comment est-ce qu'on peut utiliser la culture, c'est-à-dire nos savoir-faire endogènes, et les transformer en industrie? Entre transformer en industrie, ça veut dire qu'il faut créer une économie autour de cela pour que les jeunes aient du boulot, pour qu'on puisse résoudre les problèmes de cohésion sociale et de paix, pour qu'on puisse mettre en place plus tard un dialogue interculturel entre les Maliens, des dialogues intergénérationnels et même des dialogues entre le Mali et d'autres nations justement. Et c'est aux acteurs culturels de faire ça. Donc le président nous a donné maintenant les moyens de mettre ça en place. Mais une année pour la culture, ça ne suffit pas. Mais ça nous permet quand même de mettre déjà les bases. Si on arrive à mettre les bases en place cette année, et c'est sûr que dans les années à venir, on va se donner quelques années pour essayer de développer ce secteur-là. D'accord, et on espère que l'accompagnement des autorités ne manquera pas. Et Fousseini, vous réalisez beaucoup d'événements à travers le pays, que ce soit tout récemment à l'université à Guinée. Est-ce que vous pensez dans les jours à venir à mettre en place des petits projets dans les régions du Nord? Pourquoi pas Tombouctou aussi, bien sûr? Mais pour ceux qui connaissent l'histoire, nous, on a commencé nos projets, justement, ce projet-là par le Nord, justement, et précisément la ville de Tombouctou, la région de Tombouctou. On est présent à Direi, Niafunke et Gundam, où on a travaillé avec les jeunes, parce que notre premier public, c'est les jeunes, et ensuite les enfants, et plutôt les femmes. On a travaillé avec ces jeunes-là, et on a même allé jusqu'à mettre en place des centres multimédia et communautaires. Et justement, c'est depuis février qu'on devait lancer le même programme ici à Tombouctou. Et d'ailleurs, je le dis ici sur votre antenne, le partenaire privilégié pour ça, pour nous, c'est Sangoré Lab. On est beaucoup en discussion avec les responsables de Sangoré Lab pour justement mettre en place ce volet dans Tombouctou-ville. C'est que nous, on l'aime faire. Les gens, ils ont souvent l'impression que voilà, on est sur toute l'étendue du territoire. Mais nous, on est basé à Bamako. Ça ne nous intéresse aucunement de venir dans une localité et de faire le boulot à la place des communautés. Voilà, des communautés. Ce que nous, on peut faire, c'est d'apporter le peu que nous, on a, qui est l'expertise, notre expertise, nos compétences, justement à des acteurs qui existent déjà sur place pour qu'on puisse travailler et qu'eux-mêmes, ils prennent en main justement le destin de leur région. Donc, Tombouctou fait partie justement du programme marketing territorial, le programme Ankasso, et le partenaire avec lequel nous, on veut travailler, c'est justement Sangoré Lab. Il y aura des échanges bien sûr. Nous, on va apprendre de Sangoré Lab. Sangoré Lab va apprendre de nous. Et maintenant, on met en place un plan d'action pour vraiment booster justement ce projet-là dans la ville de Tombouctou et même
dans les autres localités dans lesquelles on est déjà présent. Et c'est intéressant et nous espérons que cette collaboration Sankolabs Walaha va beaucoup profiter aux communautés de la région de Tombouctou. Et Fousseini, nous sommes presque au terme de notre entretien. Et par exemple, quel serait le conseil que vous donnerez à un jeune Malien qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat culturel? Récemment, on m'a posé la même question, si je me souviens bien, et c'est qui est au fond de moi toujours. Je demande toujours aux jeunes d'être patients. Voilà, surtout dans le domaine de la culture. Dans tout ce qu'on fait déjà dans la vie, il faut être patient. Et surtout dans le domaine des industries culturelles et créatives, justement. Et la deuxième chose, c'est l'honnêteté. L'honnêteté, il faut être honnête, en fait. Parce que dans ces secteurs-là, dès le début, si vous commencez à faire des choses qui ne marchent pas, il n'y a plus personne qui voudrait collaborer avec vous. Donc, ce qui me ramène au troisième conseil, qui est justement la collaboration, en fait. Tout seul, tu ne peux rien. Il faut toujours collaborer. L'exemple, par exemple, Walaha, au jour d'aujourd'hui, on a une assez grande organisation au Mali. Mais on n'est pas intéressé de venir installer un Walaha ici. On veut plutôt collaborer avec des gens qui ont déjà fait leurs preuves comme Sankorelab. Et chacun va gagner, en fait. En collaborant, tu gagnes plus que quand tu vas... Collaboration gagnant-gagnant. Exactement. C'est vraiment intéressant. Et Fousseini, quel est le projet le plus utopiste que vous aimez réaliser, mais que vous ne parvenez pas à réaliser au Mali? Mais pour nous, il n'y a pas de projet utopiste, parce que quand c'est utopique, ça veut dire que c'est juste quelque chose qu'on ne pourra pas le faire. Tout ce que nous, on peut rêver, ça veut dire qu'on peut le réaliser. Voilà. Maintenant, si vous dites le projet le plus grand qu'on veut réaliser au Mali, c'est justement permettre aux acteurs culturels, tous en fait, qu'on se mette ensemble pour être une seule force pour pouvoir y réaliser. Et réaliser pour bousculer les montagnes, en fait. Il n'y a pas de raison. Même juste dans Tombouctou ville ici, je sais qu'il y a Sankorelab, je sais qu'il y a d'autres structures qui sont dans la communication et autres. Il suffit qu'on se mette ensemble pour être une force de proposition. Mais souvent, les gens, ils sont dans les considérations personnelles. Et tout seul, tu n'es rien, en fait. Voilà. Ensemble, on va plus loin. On va plus loin et on va plus vite aussi, d'ailleurs. D'accord. Contrairement à ce qu'on dit dans l'autre adage. D'accord. Fousseini, si vous avez un dernier mot à l'endroit des internautes qui nous suivent ou qui nous écoutent en ce moment. Le dernier mot, ça serait de remercier Sankorelab pour tout ce que vous faites. Depuis Bamako, de loin, on voit justement l'effort que vous menez. Vous êtes dans la formation, c'est ce qu'il faut. Parce que tout ce qui nous manque au Mali aujourd'hui, c'est la formation, justement. Et tout le monde, on a toutes les compétences, on a toutes les richesses plutôt chez nous. Tout ce qu'il faut maintenant, c'est qu'on soit formé. Et pas une formation ponctuelle, que ce soit une formation continue. Parce que tout ce qui est, par exemple, l'arrivée des l'intelligence artificielle, les technologies émergentes. Pour ceux qui ne s'y sont pas encore mis, c'est le moment de s'y mettre parce que là, c'est la nouvelle révolution et le monde ne pourra plus aller sans ça. Et maintenant, avec l'intelligence artificielle, les technologies émergentes, un mois, tu ne renouvelles pas ta formation, tu deviens obsolète. Et comme on le dit aujourd'hui, les analphabètes sont ceux qui ne maîtrisent ni l'informatique, ni les intelligences artificielles, ni la langue anglaise. Et on espère que ceux qui nous écoutent ne font pas partie de cet ensemble de personnes qu'on a citées. Fousseini, merci d'avoir accepté notre invitation et à très bientôt. Merci à vous. Merci.